La contestation ne faiblit pas. Plusieurs milliers d'Algériens ont défilé ce vendredi en début d'après-midi en différents points du centre d'Alger. Ceux contre la perspective d'un 5e mandat du président Bouteflika. Le Zimbabwe a besoin d'urgence de 234 millions de dollars d'aide alimentaire pour lutter contre la sécheresse et une économie qui se détériore. L'annonce a été faite de façon conjointe par l'ONU et les autorités du pays. Au moins 19 personnes ont été tuées dans l'explosion de véhicules piégés jeudi soir, suivi d'affrontements à l'arme automatique vendredi en Somalie. Une initiative des islamistes somaliens Shebab. Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur Sika. Plusieurs milliers d'Algériens ont défilé ce vendredi en début d'après-midi en différents points du centre d'Alger contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. La contestation s'intensifie alors que le chef de l'État et son entourage ne démordent pas. Pouvoir assassin. Scandaient des milliers de manifestants brandissant des drapeaux algériens qui ont commencé à marcher depuis la place de la Grande Poste, bâtiment emblématique du centre d'Alger. Non loin, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher des manifestants d'accéder à la place du 1er mai. Rassemblés dans les rues alentours, les manifestants scandaient des slogans hostiles à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Près de la place des Martyrs, vaste esplanade du centre de la capitale, un cortège de milliers d'Algériens a été bloqué par la police anti-émeute qui a fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de les disperser. Un journaliste et une photographe de la presse écrite algérienne ont été brièvement arrêtés et la police les a éloignés de la manifestation avant de les relâcher selon une journaliste sur place à qui des policiers ont demandé de s'éloigner pour sa sécurité. Plusieurs rassemblements ont été signalés dans plusieurs localités algériennes, selon le site d'information Tout sur l'Algérie. En annonçant le 10 février sa candidature à la présidentielle du 18 avril, Bouteflika au pouvoir depuis 1999 et qui souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral depuis 2013, a mis fin à ces longs mois d'incertitude, mais aussi déclenché une contestation d'ampleur inédite en 20 ans et le visant directement. Du jamais vu. Enjeu principal de ce vendredi, la mobilisation sera scrutée de près par le camp présidentiel à 3 jours de la date limite, dimanche minuit, du dépôt des dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel. Et puis le Premier ministre algérien s'est exprimé au Parlement ce jeudi sur les manifestations qui secouent actuellement l'Algérie pour protester contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouyahia a mis en garde contre un scénario comparable à la Syrie périe en guerre depuis 2011. Reportage. Depuis le 10 février dernier, date à laquelle le président algérien a annoncé qu'il briguera un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril, la tension est à son comble en Algérie. Cette décision a déclenché une contestation inédite dans le pays depuis de nombreuses années. Manifestations de masse, arrestation de journalistes à Alger, la situation sociopolitique inquiète bon nombre de personnes, dont le Premier ministre algérien, qui lors d'un discours au Parlement a mis en garde contre un scénario comparable à la Syrie, pays en guerre depuis 2011 et dont le conflit déclenché par la répression brutale de manifestations pacifiques par le pouvoir de Bachar al-Assad a fait plus de 360 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Ahmed Ouyahia a par ailleurs mis en garde contre des manipulations et l'instrumentalisation des manifestations. Le Premier ministre algérien a également fait un parallèle avec les troubles survenus en Algérie lors de la grève à laquelle avait appelé en 1991 le Front islamique du salut, qui a fait, selon les autorités, 200 000 morts de 1992 à 2002. Cette grève avait débouché sur l'intervention de l'armée, des affrontements meurtriers et l'instauration de l'état de siège. Au Sénégal, c'est désormais entériné. Le président sortant Macky Sall a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février dernier. L'annonce de sa réélection a été faite par la Commission nationale de recensement des votes. Ces résultats, pourtant contestés par l'opposition, ne feront pas l'objet de recours. Cheikh Berté, notre correspondant à Dakar pour le reportage. L'attente fut longue, même trop longue pour le peuple sénégalais,
Finalement, la Commission nationale de recensement des votes a publié jeudi matin les résultats provisoires de la présidentielle tenue dimanche dernier. Sans grande surprise, c'est le chef de l'État sortant Macky Sall qui a remporté le scrutin. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Des résultats provisoires immédiatement contestés dans une déclaration commune des 4 candidats de l'opposition. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Du côté de la coalition de Macky Sall, on n'est pas surpris par cette victoire. Le bilan du président parlait en sa faveur. Nous avons fait une excellente campagne, précédée par une occupation permanente du terrain. Nous avons présenté aux Sénégalais un bilan plutôt élogieux, parce qu'en 5 ans, nous avons fait des choses exceptionnelles pour notre pays et notre peuple. Macky Sall remplit donc pour 5 ans de plus, un mandat qui va lui permettre de poursuivre la mise en œuvre des chantiers inscrits dans son PSE, le plan Sénégal émergent. Cette édition se poursuit. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, est en Afrique du Sud depuis hier jeudi. Il a dit effectuer une visite jusqu'au 2 mars. Suivons cet élément pour plus de précisions. Avec ce voyage du ministre des Affaires étrangères français en Afrique du Sud, les deux pays renforcent leur partenariat. Un partenariat multiforme qui était au centre des discussions du Forum de dialogue politique, co-présidé par Jean-Yves Le Drian avec son homologue Lindiwe Sisulu à Pretoria. Au menu de la rencontre, coopération au développement, éducation, culture, de recherche et de relations économiques. La France et l'Afrique du Sud partagent la conviction que les grands défis d'aujourd'hui exigent des partenariats forts comme le nôtre, et nous commençons d'unir nos forces pour inventer et mettre en œuvre des solutions concrètes face aux grands défis qui sont devant nous. Je suis extrêmement frappé de l'ampleur de nos relations actuelles et de l'ampleur des perspectives que nous avons devant nous. Les grands enjeux internationaux ont également été évoqués, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, paix et sécurité, sur lesquels la France souhaite approfondir son dialogue avec l'Afrique du Sud, tant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies que dans le cadre de la présidence française du G7 ou dans d'autres enceintes. Au cours de son séjour, Jean-Yves Le Drian rencontrera à Pretoria des dirigeants d'entreprises françaises établis en Afrique du Sud et une délégation de petites et moyennes entreprises en visite de prospection sur place. Cette visite ministérielle donnera lieu à la signature de plusieurs accords, parmi lesquels un accord de coopération en matière d'éducation, une lettre d'intention sur le cofinancement de bourses de master, un accord entre le Centre national d'études spatiales et son homologue sud-africain, la South African National Space Agency. Le Zimbabwe a besoin d'urgence de 234 millions de dollars d'aide alimentaire pour 5 millions de personnes touchées par la sécheresse et une économie qui se détériore. L'annonce a été faite de façon conjointe par l'ONU et les autorités du pays. Les images. L'appel en faveur de l'aide a été lancé au cours de la visite cette semaine au Zimbabwe du responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock. Ces fonds sont nécessaires pour fournir de la nourriture, des produits sanitaires, de l'eau, de l'hygiène et une protection pour 2,2 millions sur les 5,3 millions qui ont des besoins pendant les 6 prochains mois, selon un communiqué de l'ONU. Dans certaines zones du pays, il y a de fortes pénuries de médicaments essentiels et l'insécurité alimentaire croissante a renforcé les risques de violence basés sur le genre, particulièrement pour les femmes et les filles. Nous demandons, dans le cadre de ce lancement d'appel, 234 millions de dollars provenant d'activités humanitaires, multisectorielles et de dépenses des habitants qui ont été mises en œuvre par quelques 70 partenaires humanitaires. Je débloque 10 millions de dollars aujourd'hui comme première contribution à l'appel.
Selon un document gouvernemental, environ 7 500 000 de gens dans les zones rurales et urbaines auront besoin d'aide alimentaire entre février 2019 et mars 2020. Lowcock s'était entretenu avec le président Emmerson Mnangagwa et les ministres des Affaires étrangères et des Finances. Pendant ces conversations, il a demandé au gouvernement de trouver des moyens de dialoguer avec les gens sur des plaintes légitimes, notamment en ouvrant un dialogue national sur les défis économiques que le pays affronte et d'enquêter sur les informations faisant état de violence de manière rapide et transparente. Au pouvoir depuis la démission de Robert Mugabe fin 2017, le président Mnangagwa a promis de remettre l'économie du pays sur les rails, sans résultat jusqu'à présent. Je l'annonçais en titre, 19 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un véhicule piégé jeudi soir, suivi d'affrontements à l'arme automatique vendredi en Somalie. C'était entre un commando d'islamistes radicaux Chebab et les forces de sécurité à Mogadiscio. Images et sons. Suivant un modus operandi désormais éprouvé, les Chebab qui ont revendiqué l'attaque ont fait exploser un véhicule piégé avec l'aide d'un kamikaze à proximité d'un hôtel de la capitale, puis ont déployé un commando armé. Le commando s'est réfugié dans un restaurant adjacent à l'hôtel où ils ont tenu tête toute la matinée aux forces de sécurité qui tentaient de les neutraliser. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, les Chebab affirmaient avoir repoussé plusieurs assauts des forces de sécurité. Pendant que je conduisais mon rickshaw sur cette route, j'ai vu beaucoup de gens s'enfuir et une grosse explosion s'est produite peu après. Je jure devant Allah que je ne peux pas exprimer à quel point j'étais anxieux et choqué. Je suis l'un des conducteurs de rickshaw de la ville. Alors que je roulais dans cette rue, Maka al-Mukarrama, j'ai tout de suite vu une voiture de luxe se diriger vers l'hôtel Ilak UK et l'explosion a fait trembler toute la zone. Ce vendredi après-midi, plusieurs fortes détonations ont été entendues sur place, faisant dire à des sources sécuritaires que l'assaut final était en cours, près de 20 heures après le début de l'attaque. Le même service d'ambulance avait dénombré ce vendredi d'une soixantaine de blessés. L'explosion a fortement endommagé le grand hôtel Maka al-Mukarrama, la cible revendiquée des Chebab qui voulaient y tuer des officiels somaliens. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à chacun et